L'image d'après me montre assis derrière une table en compagnie des autres écrivains, face à une pente abrupte de buste, plongé dans les ténèbres, ébloui par la lumière des projecteurs. À cause de cette lumière aveuglante, frontale et en même temps baveuse, un peu sale, brumeuse, on ne pouvait percevoir du public à contre-jour qu'une masse sombre et démesurée, presque verticale. Ainsi, je devrais parler à du noir, comme un comédien de théâtre, avec dans les yeux cette lumière intrusive, injonctive, inopportune, en provenance des projecteurs directionnels fixés au sommet de la salle, dans les lointains de son obscure profondeur. Si le public avait été visible, la possibilité de me connecter à lui par le regard m'aurait relié à l'humanité, donc à ce qu'on réclamait de moi, m'adresser à des personnes réelles, venues aux subsistances, écouter des écrivains, et je me serais raccroché à 2 ou 3 visages cléments pour me sortir de l'isolement cotonneux, délicieusement régressif, somnolent, toujours un peu octeux, où j'avais été enfoncé par mes pleurs. Un peu comme on enfonce un objet dans du sable, voilà, c'est ça. Mes sanglots m'avaient enfoui dans le sable de mon monde intérieur. Mais là, face à ce public dissimulé dans l'obscurité, et pressenti par moi en cet instant comme un public critique et tracassier, prêt à bondir sur moi et à me dépecer, c'était comme si j'avais été propulsé dans une situation inventée de toutes pièces par ma propre affliction. C'était, sensoriellement, une configuration irréelle, à laquelle je ne pouvais croire tout à fait paradoxale, à la fois spectrale et aiguë, lointaine et menaçante, abstraite et carnassière, impassible et susceptible de se métamorphoser en péril imminent d'une seconde à l'autre, du noir devenant mâchoire. Dans l'état de déliquescence où je me trouvais, et compte tenu de l'absolu silence qui s'était fait en moi et aussi de ma parfaite immobilité intérieure, émotionnelle, me trouver à cette table de conférence devant la présence invisible de cette audience considérable et silencieuse était la chose la plus bizarre, dangereuse, inconcevable et décalée qui soit. J'étais seul avec moi-même, face à ce qui, dans le fond, m'avait fait pleurer toute l'après-midi, l'inconnu, possiblement funeste de tout avenir humain, comme si, en somme, ce public caché dans le noir, derrière cette projection et ces crachats de lumière blanche, était ce qu'on peut redouter de son avenir, mais sans pouvoir, naturellement, le distinguer, l'anticiper, une peur vague, vague et immanente, la conscience de la mort qui rôde et qui peut survenir à tout moment sous la forme d'un accident, mais plus spécifiquement ce soir-là, sous la forme d'une mauvaise nouvelle annoncée un matin par un médecin en blouse pastel dans son hideux bureau à l'hôpital. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Marie. Je suis désolé. Vos analyses ne sont pas bonnes. Et voilà
que j'ai de nouveau envie de pleurer alors que le médiateur est en train d'introduire la thématique de la soirée, l'identité et la biographie succincte des intervenants. J'entends soudain qu'on prononce mon nom et je crois comprendre au visage du médiateur orienté vers le mien qu'il m'invite à sourire à la salle, comme l'ont fait avant moi les autres participants une fois leur pédigré décliné. Donc je souris à la salle, dont je me rappelle m'être alors demandé si le tissu cellulaire était cancéreux, si ces soupçons ombreux de buste étaient des cellules saines ou bien des métastases. D'ailleurs, l'image que j'avais sous les yeux n'était pas sans parenté avec un cliché d'IRM ou une radiographie du noir, du gris, une transparence lactescente des masses et des reliefs lunaires que l'on devine un voile gazeux de lumière blanche. Le médiateur avait proposé à l'écrivain écossais de lire son texte en premier. Il le lisait en anglais, mais nous étions équipés d'un casque qui nous permettait d'en obtenir la traduction simultanée. J'avais posé le casque sur mes oreilles et écouté, perdu dans mes rêveries, la voix anachronique, si truffaldienne, de l'interprète aux inflexions hyper 60s, me demandant combien de temps il me restait encore à endurer de cette lugubre épreuve, alors même qu'elle venait tout juste de commencer. Et je me suis dit alors qu'en fait c'était nous les écrivains, qui étions les prélèvements cancéreux à analyser. Je me sentais comme aplati entre les deux lamelles de verre d'un microscope dans le liquide de mes sanglots, sur la paillasse éblouissante de blancheur d'un sévère anatomopathologiste. Et le public, tapi dans l'ombre, n'était rien d'autre que la puissante lentille, la redoutable optique d'un appareil à très fort grossissement pour lequel la matière ne pouvait receler aucun secret, qui voyait tout et qui était en train de grossir démesurément et de visualiser en gros plan la douleur manifeste de mon âme. Peut-être le public était-il en train de se délecter de mon mal-être, de ma tristesse, de mes cellules détraquées, d'artiste en perdition. La voix hyper 60s de l'interprète aux longs cheveux châtains, ainsi me la représentais-je, j'imaginais Claude Jade, bien sûr, maigre consolation, continuait de déverser dans mes oreilles via le casque un duplicata francophone du texte interminable de l'écossais, lequel je m'en avisais seulement maintenant, déportant mon regard sur la droite et vers le bas, sous le regard perçant et scrutateur de la puissante lentille grossissante du public tapi dans l'ombre, lequel écrivain écossais, ah mon Dieu, mais décidément quel cauchemar cette soirée. En fait, je ne suis pas en train de la vivre, elle n'existe pas, je la rêve. Je suis mort. Lequel écrivain écossais, disais-je, portait un bas de survêtement en satin noir, usé et maculé de vagues dépôts blanchâtres. Du sperme, du plâtre. Il avait refait sa salle de bain dans le même bas de survêtement qu'il arborait ce soir aux Assises internationales du roman, où il s'était branlé avant de venir, comme moi, la veille, dans la mansarde aixoise de mes amis, qu'il me pardonne. Un bas de survêtement en satin noir porté avec des mocassins en cuir marron. Non, je ne rêve pas. Il a osé un bas de survêtement en satin noir porté avec des mocassins en cuir marron. J'ai aussitôt levé les yeux sur son torse. Il lisait son texte avec gravité, comme s'il venait de lui être remis le prix Nobel de littérature. Il portait une chemise de bureaucrate de la City, sous un pull vert en laine à, comment on dit déjà, à fermeture éclair. J'ai
sous le regard supposé scrutateur du public tapi dans l'ombre. Tourner la tête de l'autre côté, et mes yeux se sont posés un instant sur le visage radieux de la belle et pimpante écrivaine française, dont j'observais que la présence de prospères femmes de lettres se dilatait de minute en minute sous les feux des projecteurs. Une vraie fougère. Elle avait visiblement l'intention d'anéantir la table ronde sous ses assauts d'intelligence et de charme, de profondeur philosophique, d'humour, d'érudition. Tant mieux, tant mieux. Le plus elle parlera, le mieux je me porterai. J'ai néanmoins sorti en catimini de la poche droite de ma veste une plaquette de Xanax. Et j'en ai avalé un grain. Puis immédiatement un deuxième. Le public invisible avait-il vu que je venais de porter à ma bouche un comprimé microscopique, rose, oblong, et puis un autre tout de suite après? Que pouvait être cette toute petite chose que l'écrivain français au milieu de la table venait de discrètement porter entre ses lèvres? De la drogue? De la menthe? Un anxiolytique? Il n'a pas l'air follement en forme d'ailleurs, cet écrivain. Encore un qui ne se prend pas pour de la merde. On a l'impression qu'il va s'évanouir, genre héros stendhalien. Encore un qui n'a pas usurpé sa réputation de snob. Alors qu'elle, par contre, t'as vu ça? Comme elle est belle et pétillante, généreuse, regarde comme elle a l'air heureuse d'être là. C'est toute la différence avec ce pitoyable phénomène de mode. Moi donc, l'écrivain écossais était toujours en train de délivrer sa parole. On nous avait pourtant demandé d'écrire un texte dont la lecture ne devait pas excéder 6 minutes. Et voilà qu'il lisait, lui, l'Écossais, depuis au moins un quart d'heure. Il y a des gens comme ça, il faut toujours qu'ils prennent leurs aises, qu'ils se sentent tellement légitimes et attendus, spécialement les anglophones, qu'il faut tout de suite qu'ils établissent un royaume là où on leur a seulement demandé de faire une brève apparition. Calme-toi, Eric, calme-toi, arrête de détester comme ça tes congénères. C'est insupportable, ça va finir par se voir. C'est pour ça que tu es seul, qu'on t'attaque tout le temps. Aime-le, cet Écossais. Sois tolérant. Tu t'en fous de ces mocassins en cuir marron pas assortis du tout. Ah mais, pas du tout. À son piteux pantalon de survêtement satin noir. Après tout, lui aussi sera peut-être atteint d'un cancer du pancréas l'année prochaine et tu l'aimeras. Une impulsion compatissante de ton propre cœur brisé te précipitera jusque chez lui en Écosse et tu le serreras dans tes bras avec une ferveur aussi sincère que celle avec laquelle tu courrais étreindre la belle et déchirante Marie si son cancer devait... Oh, putain, ça y est. Les larmes te montent de nouveau aux yeux, ça y est. Tu vas éclater en sanglots aux assises devant 500 personnes. Arrête de penser à Marie, Eric. Arrête de penser à Marie. Arrête de penser à Marie. Marie. Marie rayonnait. Elle était la seule autour de la table à ainsi rayonner, à émettre une telle lumière. Arrête. Et ce qui rayonnait en elle, Sinon, dans ses yeux, tu vas pleurer. dans sa présence, Arrête. dans ses gestes, sur son visage,
et dans les expressions de son visage. Sinon tu vas pleurer. C'est qu'elle était en vie. Arrête de penser à Marie, laboure-toi le pouce avec l'ongle. Arrête de penser à cette femme, sinon tu vas pleurer. C'est sûr. Il y avait en elle une telle densité de vie qui happait Nicolas. Laboure-toi le pouce. À l'appel de laquelle il ne pouvait pas échapper, il ne pouvait pas résister. Arrête. Il voyait bien qu'elle avait été très malade. Eric. Ses cils et ses cheveux s'étaient raréfiés. Sinon tu vas pleurer. L'agressive corrosion des produits chimiques, injectés à doses massives dans son organisme, avait rendu son épiderme aussi lisse et lustré que le poli crémeux d'un galet de rivière. Eric. Stigmate presque estompé, mais qu'il était tout de même capable de reconnaître pour les avoir rencontrés chez sa femme, Mathilde. Pour les avoir rencontrés et aimés. Arrête de penser à cette femme, Eric. Sinon tu vas pleurer. Pense aux mocassins de l'Écossais. Pose tes yeux sur les mocassins marrons de l'Écossais. Voilà, comme ça. Et concentre-toi sur eux. Tu feras peut-être le voyage à Édimbourg et tu l'assisteras dans ces derniers instants. Tu l'aimeras, oui. Tu l'aimeras, pas comme ce soir, il portera toute la journée sans pantalon de survêtement. Mais quoi de plus normal, en définitive, que porter d'autre qu'un pantalon de survêtement dans une chambre d'hôpital quand on est en phase terminale d'un cancer du pancréas. Tu l'accompagneras dans les jardins de l'hôpital public d'Édimbourg et il enfilera ses mocassins marrons pour la promenade. Quoi de plus normal en phase terminale d'un cancer du pancréas que de ne pas se préoccuper de démêler si des mocassins en cuir marron peuvent se porter avec un pantalon de Ah, je crois que le médiateur est en train de s'adresser à moi. Il me semble que j'ai entendu mon nom. Je détourne mes yeux des mocassins marrons de l'Écossais, retenant toujours mes larmes, concentré que j'étais sur le vieux cuir marron des mocassins de l'Écossais pour éviter que les larmes ne se déversent sur mes papiers. Et j'oriente enfin mon visage vers celui du médiateur qui, oui, c'est bien ce qu'il m'avait semblé, me répète que c'est à moi de lire mon texte. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, j'y vais. Je lis mon texte, dis-je au médiateur en bégayant. Celui-ci me dévisage avec ce qui me semble être une expression d'effarement. Alors je prends mon texte et commence à le lire. C'est à cette époque, vers l'été 2008, qu'Éric a commencé à réfléchir à un roman, Une seule fleur, qui aurait réuni un homme dénommé Nicolas, compositeur de musique, une quarantaine d'années, marié, père de 2 enfants, et une jeune femme que lui aurait inspirée Marie. Appelons-la Marie. D'à peu près le même âge que lui et atteinte d'un cancer incurable. Nicolas aurait été la projection rigoureuse mais travestie, exagérée et embellie par la fiction de sa personne. À partir de ce qu'il avait vécu avec Margot, sa femme, quand elle avait été malade. Nicolas aurait composé une symphonie dans les mêmes ahurissantes conditions d'effervescence artistique qu'Éric avait écrit Cendrillon. La femme de Nicolas, Mathilde, avait guéri au moment où il terminait son œuvre et cette dernière, donnée en concert à Pleyel dans le cadre du festival d'automne, avait été un triomphe. Un fluide vital et impérieux, décisif, comparable à un filtre, puisé chaque jour pendant 3 mois dans les profondeurs les plus inaccessibles de son inspiration, où Nicolas ne s'était jamais senti la force de s'aventurer jusqu'alors. Voilà
ce que, transfiguré par l'amour, il était parvenu à faire monter dans la sève de sa symphonie. C'était vraiment de la magie. Je lis mon texte. Je commence à lire mon texte. À un moment, je bois une gorgée d'eau. À plusieurs moments, je dois marquer une pause pour inspirer profondément. Je crois que je vais m'évanouir. En fait, je n'ai pas la force. Je suis dans un état d'extrême faiblesse. Cette forme que j'ai conçue, plurielle et miroitante, instable pourrait-on dire, lige sur mon papier, exhale une sensation d'indécidable, rend impossible toute assignation définitive d'aucun des personnages, permet un grand nombre de lectures, autorise un balancement constant entre fiction et réalité, conjugue autoportrait, diffracté et exploration de notre monde. Au printemps de l'année suivante, à Londres ou à Bruxelles, Éric n'était pas déterminé, il hésitait entre ces deux villes. La veille du soir où la symphonie de Nicolas doit être jouée au Barbicane ou au Théâtre de la Monnaie, un dîner est organisé où Nicolas fait la connaissance de Marie, une jeune femme dont on lui a révélé durant l'après-midi, alors qu'il interrogeait l'assistante du directeur du Barbicane ou celle du directeur du Théâtre de la Monnaie, sur l'identité des personnes qui seraient présentes le soir, autour de la table. Marie avait survécu par miracle à un cancer du sang, d'une gravité exceptionnelle, dont, selon ses médecins, elle n'aurait pas dû réchapper. Nicolas avait été placé à la gauche de Marie. Autour de cette table, pendant le dîner, un mouvement intérieur irrépressible et d'une nature similaire aux élans qui l'avaient poussé, au plus fort de sa maladie, à faire passionnément l'amour avec sa femme Mathilde, en dépit de ses stigmates, et même en les acceptant, en les adorant, avait fait que Nicolas s'était rapproché de Marie pour être avec elle dans la plus grande proximité physique possible. Il voulait qu'elle se sente aimée de lui. Il parlait, il voyait ou croyait voir sur son visage qu'elle avait été très malade, et il ne l'en aimait que davantage. Ce beau visage de survivante. L'attirance qu'il éprouvait pour elle n'était rien d'autre que le bonheur qu'il sentait se répandre en lui, qu'elle soit toujours en vie, et le désir ardent qui l'avait envahi, qu'elle le reste. Il ne voulait pas qu'elle meure. Il ne voulait pas qu'elle retombe malade. Nicolas était en train de devenir fou. Ne vais-je pas plus loin dans l'autoportrait, lis-je sur mon papier, et d'une manière plus éclairante, quand je me réinvente dans la peau d'un révolté qui s'apprête à massacrer des célébrités sur le plateau d'un talk-show. Petite pause. Nouvelle.
gorgée d'eau. J'ai de nouveau envie de pleurer. Leur sourire et leur regard étaient devenus explicites depuis déjà un bon moment, tandis qu'ils dérivaient dans les rues de Londres ou bien dans celles de Bruxelles, sur un petit nuage, le cœur léger. Bien entendu, Marie ne peut se douter de ce qui est en train de se passer de si spécifique dans l'esprit de Nicolas. Et de quelle nature étrange est ce désir qui s'est emparé de lui pour elle, la miraculée, la malade en rémission. Nicolas finit par lever la main pour arrêter un taxi. Il invite Marie à y monter et sans qu'elle s'y attende, il referme la porte sur elle. Il lui adresse à travers la vitre un sourire, accompagné d'un baiser, lancé avec 2 doigts, et il tapote la carrosserie, comme il l'aurait fait avec la croupe d'un cheval. Le taxi démarre et s'éloigne au galop. En emportant dans la nuit londonienne ou dans la nuit bruxelloise l'objet de son désir, pour ne pas dire de son amour. Cette conférence, dis-je sur mon papier, après un certain nombre de paragraphes qui agençaient leur découpe arrondie avec soin, vous donne sans doute le sentiment de les piocher désormais dans le couvercle de la boîte. Et vous n'avez pas tort. Mais n'est-ce pas la meilleure manière de traiter du puzzle que de vous laisser y jouer un peu ? Je redresse la tête pour vérifier si le public sourit à ce mot d'esprit, pas tellement new-yorkais, donc pas super trendy, c'est-à-dire pas drôle du tout en fait, comme je suis en train d'en faire la cruelle expérience, mais je ne vois rien d'autre qu'une masse sombre impassible derrière une aveuglante lumière. Et je n'entends aucun bruissement de sourire, rien, un silence de caveau. En fait, ils sont partis ou bien ils sont tous morts, ils dorment, ils ne m'écoutent pas. Je crois que je vais vraiment finir par m'évanouir. Pourquoi personne ne manifeste le moindre signe de vie, de sympathie, de tendresse dans ce gouffre obscur et terrifiant, dans ce ravin auquel je m'adresse? C'est quoi ce silence de mort? Je viens pourtant de faire une sorte de blague, non? La courtoisie la plus élémentaire exigerait du public cultivé qui m'écoute qu'il prenne acte avec politesse du simple fait que j'ai tenté de lui arracher un fin sourire. Non, vous ne croyez pas? Alors que l'Écossais, spirituel, habilement amusant, anglo-saxon quoi, n'arrêtait pas de provoquer des jaillissements de rire dans l'assemblée. Il savait amener ses effets. Un vrai showman. Je repose mes yeux sur mon papier et continue de lire. Le monde est devenu tellement complexe qu'il n'est plus possible de l'approcher par grandes catégories manichéennes, lis-je sur mon papier, ou d'y réaliser des coupes thématiques soigneusement circonscrites. Qui est progressiste, réactionnaire, lis-je sur mon papier. Qui est juste, injuste, lis-je sur mon papier. Qui est bon, méchant, lis-je sur mon papier. Qui est de gauche, de droite, lis-je sur mon papier. Je déglutis. Qui est toxique, inoffensif, lis-je sur mon papier. C'est à chaque fois, me semble-t-il, comme un savant dosage dont le roman, lis-je sur mon papier, avec les ingrédients qu'il utilise, doit être capable de proposer une mesure.
Et puis surtout, lis-je sur mon papier, cela a-t-il du sens de parler de politique sans parler d'économie, de parler d'économie sans parler de peur, de parler de peur sans parler d'intime, un silence de mort dans la salle, de parler d'intime sans parler d'amour, de parler, pardon, de parler d'amour sans parler de beauté, de parler de beauté sans parler de poésie. Petite pause, je déglutis. De parler de poésie sans pas... Ah putain, ça y est, je crois que je vais me remettre à pleurer. Sans parler de Mallarmé. Je ferme les yeux et laisse passer 3 secondes. Les rouvre. Si je décide qu'un roman abordera la question politique, il devra être question de Mallarmé, alors qu'il est d'usage de répartir ces ingrédients hétérogènes, politiques, économiques, sensibles, sentimentaux ou esthétiques dans des livres séparés. Je le répète, lis-je sur mon papier. Je le répète, lis-je sur mon papier. Le romancier doit inventer des formes plurielles, subtiles, perverses, surtout perverses, lis-je sur mon papier, qui désaxent nos perceptions habituelles, multiplient les points de vue et permettent de penser un monde globalisé. Je repose mon papier, regarde le visage du médiateur. Petits et brefs applaudissements de dégoût dans la salle. Je sens qu'elle ne m'aime pas du tout, cette salle. Une salle aussi anémiée au bord de l'évaporation dans son rapport à ma personne, que je suis faible moi-même, au bord de m'écrouler. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce... Pardon. Non, merci beaucoup pour la lecture de ce... pour cette lecture. Merci, merci Eric Reinhardt. Merci, c'est merveilleux. Reinhardt. Pardon ? On dit Reinhardt. C'est pas grave. Reinhardt, excusez-moi. Pardon, c'est pas... Excusez-moi. On va passer par là. Non, c'était super, hein, c'est un texte... Je préfère passer par là. Je vais... Oui. Non, mais je sors toujours côté court. Je peux pas sortir du jardin. Excusez-moi, J'ai un ami comme moi, pareil. Il faut toujours qu'il sorte côté court. excusez-moi, je vais vous raccompagner à votre hôtel. Sinon, ça allait. Écoutez, c'est un petit... Non, ils sont bizarres. Oui, c'est une très bonne salle en plus.
L'après-midi du premier jour, ils font une lente et longue promenade dans le quartier de Brera, en s'arrêtant de temps en temps pour que Marie reprenne haleine. Elle ne peut plus marcher qu'avec peine. Son corps s'est démusclé et s'étiole chaque jour davantage. Elle dit à Nicolas avoir la sensation, quand elle marche dans la rue, d'être une vieille dame de 82 ans. Hier, tu m'as dit 96, Marie. Tu me fais rajeunir. Ta présence m'a rajeuni de 14 ans en 12 heures, Nicolas. Un exploit. Nicolas annonce à Marie qu'une série de concerts en Allemagne et dans les pays de l'Est va le tenir éloigné d'elle une quinzaine de jours. Mais qu'au terme de sa tournée, il s'empressera de revenir la voir et qu'à l'avenir, il habitera chez elle, si elle en est d'accord, quand son emploi du temps le lui permettra. Et ta femme? Je vais lui expliquer. Je veux vivre et passer avec toi le plus de temps possible. Tu vas la quitter? Je ne comprends plus ce que ces phrases veulent dire. Quitter, rester. À la fin de ma tournée avec l'Orchestre de Paris, je viendrai directement de Bucarest à Milan, où je m'installerai avec toi. C'est tout ce que je peux te dire. Cette phrase-là, je la comprends. Est-ce que je quitte ma femme? Je ne sais pas. Cela n'a aucun sens de décrire la situation avec de telles phrases. Aucun sens. Je devrais faire des séjours réguliers à Paris pour régler des affaires, honorer des rendez-vous, répéter, voir mes enfants. Marie dit à Nicolas que son bonheur est immense. Marie dit à Nicolas qu'elle a passé avec lui les 3 plus beaux jours de ces 20 dernières années. Marie dit à Nicolas qu'il avait donc fallu l'irruption d'un cancer incurable. Il ne l'est pas. Pour qu'elle connaisse enfin avec un homme le bonheur suprême. L'amour fou. C'est quand même d'une ironie. Déjà, la veille de ton concert, j'avais eu le coup de foudre pour toi, comme tu t'en es peut-être aperçu. Ah bon? Pas du tout. Et tu t'es éclipsé en pleine promenade en me jetant dans ce taxi sans même me dire au revoir. J'en étais meurtri. Non, pas meurtri, le mot n'est pas exact. Tu veux qu'on s'assoie là? Oui, s'il te plaît, merci. On sera bien sur ce banc. Il fait doux. Demain, il pleut. On restera à la maison. Tu disais, Marie, que tu t'étais sentie meurtrie? J'aimerais bien qu'on aille acheter des gâteaux après. Pour notre dîner, si tu veux bien. Bien sûr. Mon médecin m'a recommandé de manger du sucre.
Souvent, je suis trop nauséeuse pour apprécier les pâtisseries. Mais aujourd'hui, j'en ai envie. Je ne sais pas pourquoi. Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Tu me rends l'appétit. Je me sens gourmande, tout à coup. Tu te sens gourmande. J'adore que tu dises ça. Je suis heureux que tu te sentes gourmande, Marie. Il y a tout près d'ici une pâtisserie que j'aime beaucoup, une des meilleures de Milan, Marchesi, rue Santa Maria alla Porta, où ils font de délicieux gâteaux. On ira tout à l'heure. Tu pourras y boire ton café, c'est un endroit magnifique, un peu vieillot, avec des boiseries, un grand comptoir en zinc. Tu vas aimer. Si c'est ce qui te fait envie, bien sûr que nous irons. J'y boirai un double expresso. Je rêve d'une tarte à la marmelade de framboise. Ils la font divinement bien chez Marchesi. Tu reprends des forces. C'est flagrant. Tu vas déjà beaucoup mieux que dimanche soir. Je reviendrai autant de fois qu'il le faudra pour que tu guérisses. Et après, quand je serai guéri, Je reviendrai en profiter. Je profiterai de ma Marie guérie. Je reviendrai te faire l'amour, te faire jouir et jouir en toi. Jouir encore. Jouir encore. qu'est-ce que je disais? Elles me font perdre le fil, toutes ces émotions. Il se sourit. Il s'embrasse. Meurtri, je crois. Ah oui. Non, justement. Pas meurtri, le mot n'est pas exact, ni blessé. Il ne s'agit pas de ça. Peiné. J'en ai été peiné. Ta disparition en pleine promenade m'a rendu triste, inconsolable. Ça a duré des semaines. Je me disais que tu étais un homme avec lequel je me suis senti tellement seul, tout à coup. C'est pour ça que j'ai pas réagi au bouquet que tu m'as envoyé. C'est pour ça que j'ai renoncé à t'écrire le lendemain, pour te dire à quel point j'avais été renversé par la beauté de ta symphonie et par la grandeur de son exécution. J'en ai pleuré, tu sais. J'ai pleuré sur mon siège de la Scala sans pouvoir m'arrêter. Non seulement pendant le concert, mais après, une fois les lumières rallumées. Je suis restée assise longtemps, pétrifiée sur mon siège, les yeux rougis. J'étais venu à la Scala avec des amis, on devait aller dîner après le concert. Une table avait été réservée à mon nom, mais je leur ai dit que je devais rentrer à la maison, que je ne me sentais pas bien. Je leur ai faussé compagnie pour aller me réfugier chez moi et pouvoir pleurer jusqu'au matin. Tellement ta symphonie m'avait remué, atteinte, décortiquée. Exactement comme si ta musique m'avait parlé à moi de ce que j'avais vécu ces dernières années, de ma maladie, de ma mort annoncée certaine, de ma peur de mourir, de mon combat, du miracle de ma rémission. Comme si ta musique, dirigée par toi, de tes propres mains, avait parlé à mon corps, à mes entrailles, à mes organes. Je n'avais jamais senti de cette façon l'intérieur de mon corps, comme ces écorchés qu'on voit dans les manuels de médecine, chaque organe désigné à ma conscience par une sensation précise de plaisir, de chaleur, de douceur, de vertige. J'ai aussi beaucoup mouillé.
peux te le dire maintenant que nous sommes intimes, même si ça avait certainement moins à voir avec ta symphonie qu'avec l'homme qui l'avait écrite et qui l'a dirigée sous mes yeux. Parce que j'étais déjà amoureuse. Ce ne sont pas les musiciens que tu dirigeais, mais l'orchestre symphonique de mon organisme. Tu dirigeais mes émotions et mon désir, mon corps, mes sentiments, toute ma personne, entièrement avec ta baguette de chef d'orchestre. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. J'en ai pleuré de bonheur. Je me suis senti exister avec une force que tu ne peux pas imaginer. Ces notes ont été prises par Eric dans un carnet quand il pensait encore qu'il allait écrire une seule fleur et qu'une seule fleur serait son prochain livre alors que ce serait le système Victoria. De retour à Paris, Nicolas dit à Mathilde qu'il a quelque chose de la plus haute importance à lui dire. Il la prévient que ça va être pour elle un séisme. Elle ne peut pas s'y attendre. Lui-même ne s'y attendait pas. Ce dont il va l'informer a surgi dans sa vie, du jour au lendemain, sans lui laisser le moindre choix. Mais néanmoins, il la supplie d'essayer de le comprendre. Qu'est-ce que tu vas m'annoncer ? Tu m'inquiètes, là, tout à coup, c'est quoi ce ton solennel, là, ces précautions oratoires ? Je vais quitter la maison quelque temps. Comment ça, tu vas quitter la maison quelque temps ? Je ne viendrai plus ici pendant un certain temps. Quoi ? Attends, je comprends pas. T'es quand même pas en train de me dire « Je ne vivrai plus ici pendant un certain temps. » Oui. Mais je ne te quitte pas, si c'est ça que tu... Je dirais pas les choses de cette façon. Attends, tu dirais pas les choses... Je comprends rien, là, Nicolas. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es en train de m'annoncer quoi ? Exactement. Je pars. Pendant un certain temps. Je reviendrai. Je ne te quitte pas. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tu m'aimes plus ? C'est pour ça que tu... Non, tu sais très bien. Attends, je vais refaire ça. Tu m'aimes plus ? C'est pour ça ? Tu sais très bien que je t'aime, Mathilde, enfin. Je t'ai jamais autant aimée, tu le sais très bien. On s'est jamais aussi bien, on n'a jamais été aussi proches et complices. La question n'est pas là, mais elle est où ? Alors je comprends rien, si tu m'as jamais autant... J'ai besoin de m'éloigner. Pendant un certain temps. J'ai quelque chose à faire. Loin d'ici. Je reviendrai quand ce sera fini, c'est tout. C'est tout, juste ça, c'est tout. Et tu penses que ça va suffire ?
Comment ça, tu reviendras? Quand ce sera fini? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Nicolas? Je comprends pas. Tu pars, tu t'en vas comme ça, sans explication. Quand ce sera fini, mais quand quoi sera fini? Mais de quoi tu parles? Je peux pas être plus claire. Je t'aime. Je finirai ma vie avec toi. C'est ce que je souhaite au plus profond de moi-même. Mais j'ai quelque chose à faire. En dehors de toi, de notre amour, de notre maison, loin d'ici, pendant 2 mois. T'as rencontré quelqu'un? T'as rencontré quelqu'un, oui ou non? Ben, je t'écoute. J'ai rencontré quelqu'un. Ah ben voilà. Non mais, d'accord, mais comme ça c'est clair maintenant. Non. Je crois pas qu'il soit tellement plus clair de présenter les choses de cette façon, non. Détrompe-toi. Je la connais? Qui est-ce? Je t'en ai déjà... Il y a 2 ans, à Milan, la femme qui m'avait fait pleurer la veille de mon... Je sais pas si tu t'en souviens, mais bien sûr que je m'en souviens. Et elle a rechuté. C'est pour ça que tu es partie à Milan dimanche soir? Oui. Et elle va mourir. Et elle n'en a plus que pour 2 mois. 2 mois grand maximum, peut-être 3. C'est ce que disent ces médecins. Je dois aider cette femme. À quoi? Je sais rien. Je sais pas. À guérir, à mourir, à... Je sais pas. Je l'aime. Tu l'aimes? Je t'aime. Je l'aime. Je vais l'aimer pendant les 2 mois qui lui restent à vivre. Et je reviendrai. Nicolas, non, non, non. Qu'est-ce que tu me racontes? Et je reviendrai. Nicolas, qu'est-ce que c'est que cette histoire ahurissante? Et je reviendrai. Oui, alors, donc tu es en train de me dire que tu me quittes pour une femme qui est en train de mourir. Tu l'aimes, tu vas l'aimer pour le restant de ses jours, c'est-à-dire 2 mois, 2 mois grand maximum. Et après avoir aimé cette femme pendant 2 mois, 2 mois grand maximum, tu reviendras pour continuer à m'aimer moi comme si de rien n'était. Non mais c'est ça que tu es en train d'écrire, de me dire. C'est ça. C'est bien ça que tu es en train de me dire. Donc, écoute, c'est quoi là le texte? Et tu penses que je vais pouvoir l'accepter? Ah oui, merci. Merci Marion. Et tu penses que je vais pouvoir l'accepter, que tu vas pouvoir t'absenter pendant 2 mois pour en aimer une autre, toute agonisante qu'elle soit? Pardon. Toute agonisante qu'elle soit, et revenir à la maison après son enterrement, comme si de rien n'était. Et donc, tu penses que je vais te dire, bah oui, écoute, vas-y, oui, vas-y, aucun problème. Non, mais c'est une plaisanterie? Bah non. La réponse est non, Nicolas. Non. Bah tant pis. Je peux pas faire autrement.
te demande de me comprendre. Il faut que j'aide cette femme, que je sois avec elle. C'est comme ça, ne me demande pas de te l'expliquer. Je ne peux pas faire autrement, c'est inimaginable. Mathilde, je te demande de croire une chose. C'est que je t'aime à la folie. Et si cette femme devait vivre, tu ferais quoi? J'en sais rien. T'en sais rien? T'en sais rien, mais bien sûr que oui, j'en sais rien. Est-ce qu'on sait jamais ce qu'on va faire dans sa vie? Non, mais enfin, tu te rends compte de la question que tu... C'est comme si je te demandais qu'est-ce que tu feras le 22 mars 2024 dans l'après-midi? T'es certaine d'être bien vivante dans 15 ans? Où seras-tu dans 8 ans? Qu'auras-tu en tête? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas si on va aimer longtemps, si on va avoir de l'inspiration, s'il va y avoir un tremblement de terre, si on va avoir un accident. Oui, alors Nicolas, si tu penses t'en tirer par ces phrases... Mais c'est comme nous, Mathilde, est-ce qu'on est certain de s'aimer de la même manière dans 15 ans? On l'espère de tout cœur, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. On se l'est souvent dit, on recommence chaque matin à s'aimer. C'est ce qui fait la force de notre amour et sa beauté. Chaque matin, je me réveille auprès d'une inconnue dont chaque matin, je retombe amoureux. Depuis 18 ans. Mais c'est ce qui faisait. C'est ce qui faisait la force de notre amour. Mais c'est fini, Nicolas. Enfin, pour ce qui me concerne, si tu pars t'installer à Milan avec cette femme, je sais pas si notre amour pourra s'en remettre. Qu'elle soit mourante, modifiant en rien la situation de banal adultère que tu me proposes d'accepter. Je vois aucune circonstance atténuante dans le fait qu'elle soit en train de crever, malgré ce que tu as l'air de croire. Ah, pas... Eric, Nicolas, tu entends? Tu entends les phrases, là, que tu me fais dire? Il n'y a aucune circonstance atténuante dans le fait qu'elle soit en train de crever, enfin... Non, enfin, qui peut concevoir d'écrire un jour une phrase aussi cruelle? Je t'aime, Mathilde. Tu m'aimes, mais tu pars rejoindre une autre femme. Tu m'as dit tout à l'heure que tu l'aimais. Tu l'aimes? Tu l'aimes? Tu l'aimes, oui ou non? Je l'aime, oui, 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 oui. J'aime cette femme. Depuis que le directeur de la Scala de Milan m'a appris qu'elle allait mourir. Avoir appris du directeur de la Scala de Milan qu'elle allait mourir t'a rendu amoureux d'elle? Bah, toi aussi, t'es malade, hein. Nicolas, mais du cerveau, là, il faut aller te faire soigner. Hein. Mais enfin, mais l'amour est toujours une maladie mortelle. Je vais pas t'apprendre cette vérité à ton âge, Mathilde, rassure-moi. Si? Ne me prends pas pour une conne, hein, s'il te plaît. Non mais l'amour n'a jamais été autre chose qu'une putain de folie qui t'envahit. C'est une force qui s'empare de ton esprit, qui annihile ta volonté, qui l'a servi. Tu vas pas apprendre ça. Enfin, excuse-moi quand même. Non mais je me passerai de tes leçons ce soir, là. Franchement, Nicolas, merci. Je te fais pas la leçon, Mathilde. Je te fais pas la leçon. Il n'y a aucune leçon. Alors de tes putains de lieux communs, là. De tes putains de lieux communs. Je conçois
qu'il te soit difficile d'admettre que ce qui me lie à cette femme provienne du fait qu'elle va bientôt mourir. Et qu'apprendre qu'elle allait bientôt mourir m'est rendu inconsolable. Et que ce sentiment particulier mon inconsolabilité doivent prendre le nom d'amour. À défaut d'un mot plus adéquat pour le définir. Cela n'a pas de nom. Ce qui m'a saisi. Cela n'a pas de nom. Ce qui s'est emparé de moi et qui m'oblige et qui m'oblige à quitter la maison. Pardon. Quitter la maison pendant quelque temps. Quand je dis je t'aime Marie et quand je dis je t'aime Mathilde, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, les substances contenues dans ces deux verbes, même si eux sont identiques. Je suis désolée, je peux pas. Je peux pas faire autrement. Si tu refuses, je serai le plus malheureux des hommes, mais je ne reviendrai pas sur la décision que j'ai prise. Je n'ai pas le choix. Je suis désolée. Mathilde pleure. Nicolas la prend dans ses bras. Mathilde le rejette. Donc, attends, là, ce que je suis censée comprendre... Non mais, résumons. C'est que tu pars pour rejoindre une autre femme, pour filer avec elle le parfait amour et tu reviendras quand elle sera morte. C'est bien ça que tu es en train de me dire. Je sais pas, Mathilde, je sais pas. Je suis fatiguée, Si c'est plus facile pour toi de te dire que ton mari te trompe, qu'il a rencontré une autre femme, qu'il part s'installer chez cette autre femme, chez sa maîtresse, donc pour filer avec elle le parfait amour, fais ça, dis-toi ça, convainc-toi que je te trompe. Je sais pas quoi te dire. Mais il ne s'agit pas de ça du tout. Il est inconcevable que je n'apporte pas mon amour, tout mon amour, à cette femme dans la situation où elle est. C'est inimaginable. C'est quoi que tu as écrit après là ? J'en mourrais si je l'abandonnais. Ah voilà. J'en mourrais si je l'abandonnais. Mathilde pleure. Elle est en colère. Assise. Elle jette un objet à travers la pièce.
Il se fracasse sur le mur. T'es un grand malade, hein. C'est dans le texte, hein. Bon, ben, on dira aux enfants que je suis partie en tournée à l'étranger, une longue tournée. Je leur téléphonerai, je viendrai les voir une fois de temps en temps. En attendant, ce soir, si tu préfères que j'aille dormir ailleurs, à l'hôtel, oui, je préfère que tu ailles dormir ailleurs, à l'hôtel, où tu veux, oui. J'ai besoin de... J'ai besoin de réfléchir, là. Ok. Je crois pas, Nicolas, que je vais pouvoir accepter ce que tu me proposes, là. Je crois pas. 2 mois, tu peux quand même attendre 2 mois. C'est pas si long, 2 mois. Tu peux tout de même accepter que je quitte la maison pendant 2 mois. Mais c'est pas une question de durée, pauvre imbécile, mais... Attends, mais c'est idiot, là, ce que tu viens de dire. Non, mais jusqu'à cette phrase, c'était douloureux. C'était d'une violence folle, mais là... Enfin, au moins, cela avait quelque chose d'un peu grand, d'admirable, mais là, ce que tu viens de dire, tu peux quand même attendre 2 mois. Excuse-moi, c'est idiot. C'est irrecevable. La question n'est pas que cela dure 1 mois, 3 jours, 1 an, 2 semaines, mais la nature de ce que tu pars vivre avec cette femme. Et qui est sans doute l'expérience la plus intime, la plus sublime, la moins anodine, la plus profonde qui puisse se concevoir entre 2 êtres. Et tu voudrais que je l'accepte? Elle va mourir, Mathilde. Quand je rentrerai, elle sera morte. Tu ne vas pas être jalouse d'une femme qui, dans 2 mois, quand je serai rentré à la maison, sera morte. Si? Etc. Ouais, etc. là. Une seule fleur se serait enfoncée dans une matière de cette nature inconnue, déconnectée de tout repère, comme si ce livre avait été une barque instable, s'éloignant phrase après phrase du littoral des situations répertoriées, normées, reconnaissables, pour entraîner ses occupants, donc le lecteur, sur une mer disparue sous un épais brouillard, voire abolie par celui-ci dans son principe physique de mer, pour n'être plus qu'une pure abstraction. Et le lecteur, une unité orpheline, égarée. La situation dans laquelle Nicolas place Mathilde est tangible, brutale et douloureuse. Mais elle est aussi parfaitement inconcevable. Pourtant, ce que je rêvais qu'une seule fleur soit de taille à accomplir, c'était de renverser l'appréciation du lecteur sur ce qui relève d'une décision atterrante, à récuser absolument, et sur ce qui relève à l'inverse d'un comportement intelligible et acceptable, même s'il le désapprouve ou n'aurait pas agi lui-même de la sorte dans des circonstances analogues. De sorte que le lecteur, comme inversé, finisse par accueillir comme une évidence la nécessité où croit se trouver Nicolas de prendre la décision qu'il prend. Ce geste abrupt, tranchant auquel il se résout, pour lequel il n'hésite pas à sacrifier son couple et son amour pour Mathilde,
J'aurais voulu que le lecteur le comprenne comme étant, dans le fond, inévitable et plus encore d'une beauté sidérante, ouvrant pour lui un espace insoupçonné, où il se surprendrait à vouloir pénétrer lui aussi à la suite de Nicolas, abandonnant Mathilde à sa douleur, à sa raison outragée. Y serais-je parvenu? Dans l'état de déréliction où je me trouvais à l'époque, je ne m'y suis pas risqué.